David Assouline, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de Paris. Une réaction à cette terrible tuerie aux États-Unis, à Orlando, en Floride. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer au peuple américain? Ben, ma compassion d'abord, une solidarité, c'est effroyable. C'est un acte de terrorisme. C'est-à-dire qu'il a une motivation politique, si on peut dire qu'elle est politique, la haine des homosexuels. Dans le monde entier, certains prêchent cette haine très tranquillement. Elle tue beaucoup, pas forcément de cette façon, mais beaucoup d'homosexuels sont victimes dans le monde de cette haine. Et puis, cette homophobie, qui, je le répète, a souvent pignon sur rue, arme et peut armer des terroristes. C'est effroyable, ça rappelle dans le mode opératoire et dans l'horreur ce qui s'est passé au Bataclan. Voilà, des gens qui s'amusent, qui sont là massés et pris au piège indistinctement d'un tueur. Il y a Donald Trump qui a politisé le débat avec l'interdiction des musulmans sur le sol américain, la vente d'armes, lui, qu'il défend aux États-Unis. Est-ce que le candidat peut être porté, selon vous, à la Maison-Blanche par cette actualité? J'espère pas dans ce sens-là, parce que Donald Trump avait eu le mauvais goût, comme souvent, de faire un tweet après le Bataclan en disant que si ça s'était produit aux États-Unis, la réaction aurait été différente parce qu'il y a le permis de port d'armes et que quelqu'un dans le Bataclan aurait pu se défendre et riposter. On voit que c'est dérisoire, puisque dans ce pays où le permis de port d'armes est autorisé, ça n'a pas été le cas, il y a eu un massacre. Donc sa démagogie fait qu'il utilise tout. Mais je ne crois pas qu'il soit exempt de reproches sur la lutte contre l'homophobie. C'est pas quelqu'un qui est connu aux États-Unis pour prêcher l'égalité. Et donc, je pense que son idéologie profonde est aussi autoritaire, appel à l'exclusion des autres. La France doit s'inquiéter d'une éventuelle victoire de Trump. Tous ceux qui, parfois, sont homophobes. La France doit s'inquiéter d'une éventuelle victoire de Trump. Ah, le monde entier doit s'inquiéter. Les Américains d'abord, mais c'est quelque chose qui paraissait improbable, parce qu'on connaît les États-Unis dans la diversité de ce beau pays, avec des tendances qui s'exprimaient depuis un bout de temps, qui s'expriment aussi en Europe et en France. Il faut aussi balayer devant notre porte le populisme, le national-populisme, incarné ici par Marine Le Pen, même si ça a des allures différentes, est très fort aux États-Unis. C'est inquiétant, mais il faut se battre. On va parler de la loi travail qui sera examinée au Sénat à partir d'aujourd'hui. Elle va être totalement réécrite. Dans le même temps, il y a des grèves qui ont lieu depuis des semaines. Est-ce qu'on peut parler de fiasco politique et comment on y met fin? Pardon. Non, je ne sais pas, j'ai pas envie de caractériser. C'est une loi sur un sujet difficile parce que il est sur un terreau malsain. Il faut qu'il y ait une confiance pour qu'une telle réforme puisse être débattue, amendée, réussie. Donc il n'y a pas la confiance dans le pays pour mener cette réforme? Il faut qu'il y ait d'abord une confiance entre les salariés et le patronat. Or, je constate que, et c'est peut-être ça la source de ces manifestations, de cette contestation aussi un peu générale, c'est que le patronat, quand il est représenté par M. Gattaz, depuis quelques années, quand il y a un pacte, notamment le pacte de responsabilité, ne tient pas à ses engagements. Or, c'est une réforme qui nécessite des partenaires absolument loyaux. C'est la faute de M. Gattaz si on en est là aujourd'hui? Non, j'explique. Quand M. Schröder a réformé en Allemagne, il y a eu des accords, il y avait des difficultés, des sacrifices imposés aux salariés, mais le patronat a tenu tous ses engagements derrière. C'est la tradition du dialogue social et du patronat allemand. Ici, non, donc il y avait une méfiance. C'est une vraie
aventure, entre guillemets, que de changer de logiciel et de dire c'est dans l'entreprise la négociation. S'il n'y a pas cette confiance, est-ce qu'il ne faut pas abandonner ce projet ? Non, je pense que c'est très important qu'on puisse avancer, notamment le syndicalisme français est très faible à cause de ça. Il n'a pas d'implantation dans les petites et moyennes entreprises, donc il est assez minoritaire et ne peut pas imposer un certain nombre de rapports de force pour qu'il y ait des accords équilibrés. Et donc ça passe par se ressourcer dans les entreprises. Donc je pense que ça c'est bien, mais je comprends l'inquiétude de ceux qui disent, mais là, si on fait ça, il faut que le patronat joue le jeu. Si il en profite pour monter des syndicats bidons, maisons, qu'il exerce une pression dans l'entreprise par le fait que le syndicalisme est faible et que le patronat peut imposer un certain nombre de choses, ou de chantage, l'accord de branche, eh bien, était une certaine garantie. Donc, moi, je pense que les choses peuvent bouger, notamment sur le paiement des heures supplémentaires. Je pense que là, il y a quelque chose qu'on devrait faire bouger, parce que c'est une inquiétude légitime que d'un coup on généralise le fait de les baisser à 10%, et aussi donc vous sur demandez au le fait gouvernement que les de faire un geste sur les heures supplémentaires ? Écoutez, je ne demande pas, je suis dans le débat au Sénat qui s'ouvre, et d'ailleurs on va se rendre compte au Sénat ce que c'est qu'un projet libéral et de droite. C'est là que la CGT et M. Martinez exagèrent. Mais même votre version ne convient pas ni à la CGT, ni à FO. Donc il faut, selon vous, jouer sur quelques marqueurs comme les heures supplémentaires, c'est ça ? Moi, je pense qu'il faut encore avoir une marge à la discussion. J'ai constaté que M. Mailly de Force ouvrière a fait des propositions et a rencontré Myriam El Khomri. Il l'a trouvé très attentive, d'ailleurs. Voilà, M. Martinez la voit vendredi. De toute façon, il faut sortir par le haut. Mais je pense que, très sincèrement, le débat qui va avoir lieu au Sénat va éclairer sur ce que c'est qu'une réforme de gauche et une réforme de droite. Et on va voir, notamment la suppression absolue des 35 heures par la droite, montre quel est son projet. Alors, on va écouter, si vous le voulez bien, Philippe Martinez, parce qu'il s'était exprimé ce matin, et vous réagissez juste après. Et il faut que le gouvernement écoute. Pour l'instant, ils ne veulent pas bouger. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc, j'espère que s'il y a un rendez-vous, c'est pour écouter et bouger un certain nombre de choses qui ne vont pas dans ce texte. Demain, il va y avoir une très forte mobilisation. C'est dommage d'en arriver là, mais comme le gouvernement a l'air de dire que le mouvement s'essouffle, qu'il y aurait une minorité, demain on va voir exactement la réalité. Donc vous allez montrer vos muscles ? Mais non, les salariés vont montrer qu'ils sont toujours déterminés à ce qu'il se passe quelque chose et que le gouvernement écoute, c'est tout. Et donc demain il y aura une très forte mobilisation et ça peut aider peut-être le gouvernement à voir qu'il y a toujours un problème dans ce pays. Vendredi, Philippe Martinez rencontre Myriam El Khomri. Il peut y avoir une sortie de crise, selon vous, un accord ? Vous voyez bien que le ton a changé. Monsieur Martinez demandait le retrait pur et simple, et là, les propos sont plutôt ouverts. Je ne pense pas que il puisse y avoir une sortie sans trouver un chemin qui ne soit pas l'intégralité des positions des uns et des autres. Mais je le répète, au Sénat, nous allons avoir un débat qui montre et qui est clair, parce qu'il n'y a pas eu assez de pédagogie sur cette loi. Et notamment, je vous le dis, ce que va faire la droite montre quel est son projet. Et sur le plan politique, on peut se projeter. Dans un an, la droite fera une réforme du travail, si ils sont logiques avec ce qu'ils proposent au Sénat, qui remettra ce texte. Non, pas au texte du gouvernement, au texte sorti du Sénat, qui remet en cause les droits fondamentaux des travailleurs, et notamment cette conquête importante de la durée légale à 35 heures. Bruno Retailleau ne l'a pas nié ce matin, c'est le président du groupe Les Républicains au Sénat, on l'écoute. Simplement, nous, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que le dialogue social se déroule le plus près possible du terrain, parce que c'est à chaque entreprise de s'organiser. Vous savez, ce qui est bon pour une entreprise peut ne pas l'être pour une autre entreprise. Et au bout du bout, on se contente en France. On a cette exception française d'un chômage de masse depuis des décennies, et il faut absolument en sortir. Ça concerne tout le monde, et je pense que d'autres pays, encore une fois, ont montré que c'était possible de faire reculer le chômage. La droite qui veut aller vers plus de dialogue social, vous avez entendu Bruno Retailleau, pour faire baisser le chômage, c'est la solution ?
C'est pas du tout le projet de la droite, le dialogue social. Regardez les amendements qu'ils ont faits. Ils rétablissent l'apprentissage à 14 ans, ils suppriment, ils affaiblissent le compte personnalisé, ils remettent en cause la pénibilité, ils suppriment la garantie jeune. Réactiver le clivage gauche-droite, c'est pour vous la seule façon de faire accepter votre version du texte? Pas besoin de le réactiver, il existe et très souvent on ne le voit pas assez. Je sais très bien la différence entre la gauche et la droite. La gauche peut décevoir, peut avoir des manques de résultats, j'espère qu'ils vont s'améliorer. Ne fait pas tout bien, ça c'est clair, mais la droite a un projet et qui déconstruirait notre pacte social. Regardez, ne serait-ce que l'année prochaine, si les économies proposées par la droite, 100 milliards, Monsieur Juppé, les centaines de milliers de fonctionnaires supprimés, comment on pourra faire que dans l'éducation nationale ça tienne? Comment on pourra faire que notre sécurité soit assurée avec la police, la justice, l'armée? C'est là qu'on prend les postes quand on en supprime beaucoup. Et donc il faut quand même que ce soit clair et que certains ne jouent pas tout le temps au n'importe quoi, notamment à gauche de la gauche, parce qu'à l'arrivée, ils auront la droite de la droite. Justement, la gauche de la gauche, vous en parlez, il y a eu un congrès chez les Verts ce week-end, les Verts qui ont acté une rupture totale avec le PS. Est-ce que vous regrettez cette décision? Bien sûr. Je pense que c'est l'aboutissement d'une dérive et aussi d'une conception minoritaire de leur impact dans la vie politique. C'est uniquement la faute des écologistes? Si aujourd'hui il y a cette rupture avec le Parti socialiste? Il faut toujours considérer que on est fautif de ce qui arrive à sa propre formation politique. Quand le PS s'affaiblit, il a certainement des fautes. Donc quand les écologistes sont réduits à cet état de décomposition, je pense qu'ils y ont une grande part de responsabilité. Quand on veut gouverner, on veut gouverner. Et donc on fait les compromis nécessaires. C'est pas un parti de gouvernement encore, Europe Écologie Les Verts? Je pense qu'il avait fait cette mutation, mais il n'a jamais vraiment tranché, que ce soit à une certaine époque avec Dominique Voynet, ensuite il est retombé dans quelques errements, là il était rentré dans une autre logique. Vraiment, ce qui est paradoxal, c'est que l'écologie n'a jamais été aussi nécessaire et comprise comme un élément absolument fondamental pour la vie humaine, pour la vie en société, pour l'avenir, tant sur le plan économique que social. C'est au cœur de nos sujets de préoccupation. Et ce parti qui porte ce drapeau, eh bien, se met un petit peu de côté au moment où il peut peser au centre de l'échiquier. Alors, Europe Écologie Les Verts avec les socialistes, a dit qu'il soutiendrait un candidat à la présidentielle, éventuellement Cécile Duflot, ou un candidat de la société civile. Ça change quoi pour la primaire à gauche? Est-ce que ça vous arrange finalement? Rien ne nous arrange, on était pour une primaire de façon absolument convaincue et loyale, on va le réaffirmer je pense ce week-end, mais si les deux bases d'une primaire qui n'y a pas d'exclusive, on peut pas dire oui mais sans François Hollande ou sans un tel, c'est comme si nous on disait mais sans Cécile Duflot, je ne sais qui. Bien. Ça veut dire quoi, que cette primaire ne peut pas se tenir sans les écologistes et les communistes? Non, je répète, je dis que la deuxième condition, c'est quand quelqu'un gagne, eh bien, on se range derrière. Sinon, ça sert à rien. Bon, bah, si ces deux conditions sont rejetées par des partenaires éventuels, il faudra la faire, à mon avis. J'engage ma position, on va dire, avec tous ceux qui le souhaitent, que ce soit le Parti socialiste, d'autres formations, d'autres groupements, il en existe, qui veulent et qui pensent que c'est très important qu'il y ait une candidature forte de la gauche, de gouvernement, donc plusieurs candidats face à la droite. C'est la seule qui sera crédible pour empêcher la droite et l'extrême droite de prendre les rênes du pouvoir en 2017. Ça va être très difficile, c'est encore possible. Et il ne faut pas ajouter de la confusion à la confusion et de la division à la division. Merci David Assouline d'avoir été notre invité ce matin, sénateur socialiste de Paris. Très bonne journée à vous.